Second entretien avec Anouk Legendre, architecte et cofondatrice avec Nicolas Desmazières d'XTU Architecte. Alors, dans le précédent podcast, nous avons évoqué vos racines familiales, le choix de votre profession, votre parcours universitaire, vos débuts professionnels, et puis surtout vos idées de base. On va continuer aujourd'hui, mais il y a une question que j'aurais dû vous poser déjà, parce que quand on va examiner quelques-unes de vos réalisations, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Combien êtes-vous dans cette structure-là, XTU Architecte ? Vous êtes 200 personnes, 300 Ah non, on est très peu. Au moment de la Cité du Vin, on était 25 et maintenant, on est une petite quinzaine. Ça évolue suivant la charge de travail, la conjoncture. Après 3 ans de Covid, c'est un peu plus léger. Alors, parmi les réalisations les plus connues, il y a ce musée préhistorique donc, de la Corée du Sud. J'ai vu tout à l'heure, lorsque nous préparions l'entretien, que vous intéressiez beaucoup aux périodes anciennes, à la préhistoire, etc. Donc, je pense que faire un musée sur la préhistoire, pour vous, ça a représenté quelque chose de fort. Oui, alors il faut comprendre ce musée à Jangok. Jangok, c'est le nom du village et de musée en Corée du Sud. Ça a été une expérience très forte et un tournant dans notre travail parce qu'on n'avait jamais fait de musée avant, on voulait en faire. Et il se trouve qu'on a gagné, c'était un concours qu'on a gagné devant 600 candidats qui ont fait 600 projets. Et quand on a eu gagné, on s'est aperçu que le client n'avait pas défini qu'est-ce qu'il voulait montrer à l'intérieur. C'était dans une zone d'occupation très ancienne en Corée du Sud, c'était occupé depuis 350 000 ans. Et il fallait définir l'intérieur, les contenus du musée. Et nous, on devait présenter les contenus, mais ils ne nous avaient pas dit quoi. Et les Coréens, ils n'aiment pas qu'on les vexe en leur disant vous n'avez pas étudié quelque chose, etc. Donc on a compris à ce moment-là que si on voulait faire le musée, il fallait résoudre tous les problèmes qui se présentaient et trouver nous-mêmes les contenus. Pour ça, on a embauché des historiens. Et on est sorti de notre travail d'architecte habituel. On a fait finalement le travail que fait un client, un maître d'ouvrage d'habitude. On est allé chercher Yves Coppens, on est allé chercher Pascal Pic. On les a fait venir à notre agence. Ils nous ont aidés à monter une équipe de spécialistes de l'Asie. Et avec leur aide et avec l'aide du Musée de l'Homme, on a pu mettre en chaîne tous les réseaux des musées de l'Homme dans le monde, en fait, pour définir toutes les pièces qu'on allait montrer à l'intérieur. Et il a fallu imaginer une histoire en relation avec le site, en relation avec, évidemment, l'archéologue qui avait fouillé le site aussi. Et voilà. Et donc, on s'est intéressé à ce qui restait dans le paysage de l'époque préhistorique, paléolithique, mais aussi plus ancienne, depuis Homo erectus. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient venus là ? Pourquoi c'était un centre ? Et voilà, donc ça nous a beaucoup intéressés. Il a fallu imaginer. Et on a développé un musée en relation avec le concept d'écologie et l'évolution humaine en fonction de l'évolution écologique, en fait. Et comment ça a coévolué. Alors, parmi tout ce que vous venez de nous dire sur ce musée, je retiens d'abord que vous étiez 600 candidats au départ. Il y avait même 1200 candidats, c'était un concours ouvert international, et il y avait 600 projets remis. Et on est arrivé premier. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie et pas dans toutes les vies encore. Donc on a eu beaucoup de chance. Concurrence féroce. Oui, après, c'est un peu un hasard, mais après, on a compris pourquoi on avait gagné quand on a vu le concours, quand on a vu l'exposition des projets. On avait travaillé sur le thème de l'harmonie avec le paysage, et qui était un thème majeur dans la culture coréenne. Et voilà, donc ils ont été sensibles à ça. C'était un projet très calligraphique qui suivait les courbes du paysage. Et c'est la première fois qu'on faisait un projet avec des courbes. Jusqu'alors, on avait toujours fait des projets très carrés. Mais il se trouve que quand on a fait ce projet, on venait d'un voyage en Islande, où on a découvert un paysage de montagne très marqué par l'érosion.
Et ce paysage ressemblait aux courbes géographiques qu'il y avait sur ce site. Et du coup, finalement, les dessins qu'on avait faits en Islande, on fait des petits dans ce site en Corée. Et ailleurs, parce que à la Cité du Vin, on retrouve Alors, ces dans courbes. la Cité du Vin, il y a un peu ça aussi. C'est aussi un travail sur l'élément liquide, puisque le vin, c'est un élément liquide. C'est dans une courbe du fleuve, donc qui tourne autour. C'est une position pivot entre les collines. Le fleuve tourne autour et les collines aussi. Et pour les mêmes raisons, c'est que le paysage est avec des courbes, que le sujet est liquide, donc le liquide ça va jamais droit, ça va toujours en courbe. Et bien pour les mêmes raisons, il y a une architecture qui ressemble, en effet. C'est joli comme source d'inspiration, là, que vous allez en Islande pour vous promener, pour vous distraire, et puis là c'est une révélation un peu, où Ouais. C'est en fait, comment comprendre ? Nous, on vient d'un paysage pour ma part, je viens d'un paysage de granit. C'est ce qu'on a autour de nous ici. Donc, on est en haut des Hautes-Pyrénées. Et on arrive en Islande. Et l'Islande, c'est un paysage de volcans, de glaciers, de montagnes de cendres, de montagnes érodées. Ça a été déforesté il y a plusieurs siècles. Il n'y a pas un arbre. Et la pluie, l'érosion, la glace, le gel, les volcans ont façonné un monde entièrement fait par des fluides. Et là, on a compris que le monde était fait avec des fluides, même le granit en fait. Et que c'est quelque chose c'est toute l'organisation du monde qui est comme ça. Et finalement, quand on nous propose de faire le musée du vin, finalement, c'était un truc juste inespéré de pouvoir travailler sur l'élément liquide. En plus au bord d'une rivière. Et c'est pour ça qu'on a cherché à trouver l'expression sur la Cité du Vin qui à la fois fait le lien en harmonie avec le paysage qui tourne à cet endroit-là, trouver quelque chose qui est en rapport avec le sujet, qui quelque part évoque le vin, même quand on le voit de loin, de l'extérieur. Un musée, c'est la promesse d'un voyage. Il faut que de l'extérieur, quelque chose qui évoque le sujet en fait. Et c'est un peu ce qu'on avait fait en Corée. Et c'est un peu ce qu'on a fait à la Cité du Vin. J'ai 1000 questions qui se croisent. D'abord, une remarque qui ne vaut pas cher, mais quand je vous entends parler là, de la révélation que vous avez eue en Islande, en raison de ses formes, moi, toute proportion gardée, donc je vis dans les Pyrénées depuis 70 ans, mais je suis originaire du Massif central. Et pour moi, j'ai un attrait particulier pour l'Aubrac. Et j'ai toujours cherché pourquoi l'Aubrac m'attirait. C'est parce que pour moi, m'attire presque plus que les Pyrénées. C'est parce que ce sont les formes adoucies aussi de l'Aubrac. Je retrouve cette description, l'Aubrac c'est pas l'Islande, mais en fait c'est des anciens volcans, et ces formes arrondies, douces, qui sont pas du tout agressives comme par exemple les formes pyrénéennes. Et chez moi, ça me, si vous voulez, ça suscite un apaisement, voilà. Bon, mais c'est un peu ce qu'ont ressenti les Coréens quand on leur a présenté le projet en fait. Dans le paysage, il y avait des courbes. On a suivi ces courbes et le projet s'est inséré comme une calligraphie dans les courbes. Et c'est là c'était tout blanc en plus, le projet. Enfin, les images étaient blanches. Et voilà, c'était aussi un paysage de l'érosion à cet endroit-là. Donc il y avait une conjonction. On a fait un raccourci entre l'Islande et la Corée, mais très bien. Mais voilà. Et oui, le monde est liquide, en fait, on ne se rend pas compte. Non. Même le granit, Et oui. s'érode lui aussi. Et la question que je voulais vous poser, on doit souvent vous la poser, par exemple pour le projet du musée préhistorique de Corée du Sud, d'abord pour concevoir le projet, combien de temps à peu près ? Un an ? Oui, en temps. Vous décidez avec Nicolas Desmazières de vous lancer dans ce concours. Bon. Voilà. Alors, entre le moment où vous décidez et le moment où vous remettez le projet, il vous faut combien de temps pour concevoir, élaborer un projet
Alors, pour les phases concours en général sont courtes. Donc en Corée, c'était 5 semaines. Et après, ils ont jugé très vite, 10 jours après, ce qui est assez exceptionnel. Mais les Coréens sont très rapides. Et après, il y a eu 1 an de négociation pour faire le contrat. Et après, une fois qu'on a eu le contrat, on a eu 1 an pour faire les études. Et 1 an et demi pour faire les études des chantiers. C'était très rapide. Les Coréens, quand ils s'y mettent, ça carbure. Avant de passer à la Cité du Vin, et vous y êtes déjà vous-même passé, ce que vous nous avez dit nous a bien préparé, parmi les réalisations, j'ai été intrigué, là, bon, il y a le pavillon France de l'exposition universelle à Milan, ok, on n'a pas le temps d'en parler là peut-être, mais ce qui m'a intrigué, c'est la tour à énergie positive, TED, TED, à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est ça, une tour à énergie positive? Alors, une tour à énergie positive, c'est une tour qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Donc, notre client voulait faire la démonstration que c'était possible d'habiter dans une tour tout en étant autonome en énergie. Parce qu'on se dit, une tour, ça consomme plus à cause de l'ascenseur, etc. Mais en même temps, une tour, elle mutualise plein de choses, les fondations, le toit, etc. Et donc, on a travaillé sur cette tour de logement qui n'est pas très haute, elle fait 50 mètres. Et de façon à ce qu'elle puisse produire plus que ce qu'elle consomme, c'est-à-dire elle est très économe en énergie, c'est la première chose, et après elle a des capteurs solaires aussi. Et là on est en train d'en faire une deuxième avec le même client, qui sera un peu différente, nouvelle génération. Et, Bon, même si ça doit vous agacer qu'on classe pour réalisation, pour le moment, votre chef-d'œuvre, ou en tout cas la réalisation qui est la plus connue, surtout évidemment dans le sud-ouest, mais je pense dans le monde entier, c'est donc la Cité du Vin de Bordeaux, qui a été inaugurée en 2016 par le président Hollande. Et M. Juppé. Et M. Juppé, bien sûr, le maire de Bordeaux. Alors, cette Cité du Vin, je pense que c'est de vous ou de votre associé Nicolas Desmazières. J'ai tiré cette phrase: « Ce bâtiment ne ressemble à aucune forme connue parce qu'il se veut une évocation de l'âme du vin entre le fleuve et la ville. » Vous souscrivez évidemment à ces paroles? Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs façons de faire l'architecture. Soit on fait l'architecture avec son bagage intellectuel, sa culture architecturale, le paysage, tout ce qui constitue le contexte. Et là, comme c'était un musée qui était appelé à devenir finalement l'icône de la ville, c'était ça qui était demandé, mais aussi l'icône du vin, et elle nous a semblé essentiel de pouvoir bien exprimer l'âme du vin. C'est pour ça que ça ressemble à aucun autre bâtiment en fait. Et pour connaître l'âme du vin qu'on ne connaissait pas forcément, on a fait, c'est une méthode qu'on a utilisée pour d'autres musées, on a fait une enquête localement auprès de tous les spécialistes du vin, pour essayer de comprendre c'est quoi le vin, c'est quoi ce qui fait l'âme du vin. Et donc on a écouté les spécialistes, les vignerons, ils nous ont emmenés dans les vignes, ils nous ont fait goûter des vins évidemment, ils nous ont parlé, et on s'est aperçu qu'il y a tout un monde poétique, verbal en fait, lié au vin. Et ils nous ont fait goûter un grand vin aussi. Il y en a un qui nous a fait goûter un vin particulier, qui nous a fait une impression particulière. Ça s'appelle Hosanna, ce vin. Et il est situé sur l'autre versant de la colline par rapport à Pétrus, de l'autre côté du chemin. Et ici, Pétrus est masculin, Hosanna est féminin. Et quand on a goûté ce vin, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. En fait, le vin, il met un certain temps à s'exprimer, il faut qu'il s'oxygène, et à un moment, il se révèle. Et finalement, on a eu tous les deux la même impression au même moment, que par rapport aux différents projets qu'on avait fait avant sur ce bâtiment, il fallait tout relier ensemble, dans une même continuité fluide, en fait. Exactement comme quand on boit un vin et qu'il se révèle. Et finalement, ce projet tel que vous le voyez, c'est
C'est la synthèse entre ce que nous ont dit les vignerons, ce qu'on avait perçu de notre projet en Corée qu'on venait de livrer, avec les formes courbes, et puis tout ce qui était lié au contexte, la rivière qui tourne autour, la situation au pivot, le fait qu'il fallait avoir une tour qui monte assez haut, qui était demandé dans le programme. Voilà, donc c'est le fruit d'une émotion. Et quand on visite le bâtiment, on ne sait pas très bien quelle forme il a. C'est difficile à savoir. D'un côté, il paraît plutôt large et il monte un peu. De l'autre côté, il est plutôt vertical. Et c'est exprès, en fait. Parce que le vin, c'est toujours comme ça, on ne sait jamais comment il est. C'est très énigmatique. Il change suivant le temps, suivant l'humeur, suivant la personne qui le perçoit. C'est vraiment quelque chose de phénoménologique. Et on voulait que les visiteurs se rendent compte de ça, de cette transformation perpétuelle en fait, que ça les interroge et que parce qu'ils s'interrogent, ils rentrent dedans. Alors, il n'y a pas que le vin qui change d'aspect très souvent. Votre bâtiment, selon les rayons du soleil, selon l'heure de la journée, eh bien, il change. Et comment ça se fait? Ce sont les matériaux, justement, qu'est-ce que vous avez utilisé? L'aluminium, le bois, le verre, mais surtout? Alors, la structure est en bois. Ça, je m'en serais jamais douté, moi. Oui, les gens, ils ne croient pas que c'est du bois, même quand ils visitent, comme on a peint le bois avec une lasure claire, blanche, ils ne reconnaissent pas forcément. La structure est en bois parce qu'on voulait exprimer que le vin est fait aussi à partir des forêts. Pas de culture du vin sans forêt. Et la forêt dans l'Aquitaine, c'est très important. Donc on voulait aussi exprimer la puissance d'un territoire à travers ça. Et la structure, elle est en bois aussi parce que ça a permis de réaliser très simplement cette forme courbe. Parce que ça a été réalisé à un moment pivot dans l'activité des charpentiers où on connaissait plusieurs charpentiers qui venaient d'acheter de s'équiper de super robots qui peuvent découper le bois comme on veut de façon à économiser la matière en fait. Donc on construit uniquement ce dont on a besoin. Et voilà. Et donc les charpentes, il y a 400 arches qui varient toutes, qui sont fabriquées par les robots et qui permettent d'avoir un seul détail de finition autour. Et c'est ça qui a permis de payer ce projet dans un budget très serré. Et voilà, donc c'est un mix entre ce que permet la robotique aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, c'est assez futuriste. Le bois qui est un matériau traditionnel et les géométries complexes qui n'auraient pas pu être faites sans les robots d'aujourd'hui. Mais les risques d'incendie par rapport au bois, tout ça, sont minimes? Non, ils sont tous contrôlés. Il y a des réglementations en France très contrôlées. Tout a été très contrôlé. On a mis tout le bâtiment Il y a une soufflerie virtuelle qui a été fabriquée. Et ça a été étudié par des spécialistes. En fait, c'est le même type de logiciel qu'on utilise pour les avions, qu'on servait à ça en fait. On a équipé nos équipes aussi avec des nouveaux logiciels qui ont permis de construire ça plus efficacement et plus rapidement que le bâtiment en Corée, au niveau conception. Et que pensez-vous? Alors là, c'est un avis, vous n'y avez pas participé directement, mais c'est quand même très important. Vous créé un écrin et à l'intérieur, donc il y a des spécialistes de la muséographie qui ont installé un musée. Alors que pensez-vous, vous, de la scénographie, de la muséographie, qui est quand même, me semble-t-il, qui a été très étudiée aussi, qui est assez neuve, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçu, ça peut se dire, et d'autres au contraire qui vous ont comblé? Alors la scénographie a été faite par des scénographes anglais qui sont Casson-Man, qui sont très connus pour leur scénographie dynamique, c'est-à-dire la scénographie change, il y a des parties mobiles avec des projections, elle interagit avec le public aussi. Donc ils sont très forts pour ça. La scénographie répond à un cahier des charges qui était très précis. Il y avait plein de séquences qui étaient entièrement définies par les spécialistes qui étaient rassemblés par le client en fait. Et après, nous on sait que les scénographies en général ne sont pas destinées à durer. Parce qu'une scénographie, ça vieillit dans le temps.
parce que les publics s'habituent à des nouveaux types de scénographie. Par contre, l'architecture reste. On sait qu'en moyenne, la scénographie, ça dure 10 ans. C'est ça le temps d'une scénographie. Donc au bout de 2 ans, ils savent ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ils commencent à changer des choses. C'est pour ça qu'on a travaillé sur la forme. Quand vous visitez la Cité du Vin, à l'intérieur, vous êtes dans cette grande voûte qui est faite par la forme du bâtiment. Et vous êtes pris par ça. C'est un peu comme une rondeur généreuse dans laquelle on est à l'intérieur, quoi. Mais c'est aussi ça le vin, c'est que ça nous entoure en fait. Et ça nous immerge. Et donc on a laissé toute cette structure apparente et on en fait finalement une installation immersive qui elle va rester un peu comme une cathédrale en fait. Et d'ailleurs pendant le chantier où il n'y avait pas encore la scénographie, on avait vraiment l'impression d'être dans une cathédrale en fait, c'était assez impressionnant. Et oui, la scénographie elle vient rajouter quelque chose et on sait maintenant ce qui marche bien et ce qui marche moins bien parce qu'il y a des compagnons de visite, c'est des iPhones en fait. Comme des téléphones, et qui permettent de voir là où les gens restent et là où ils ne restent pas. Et je crois qu'ils commencent à modifier déjà certaines installations, parce qu'il y a certaines installations qui marchent mieux que d'autres. Et quels étaient les commanditaires de la Cité du Vin? C'est la municipalité, c'est des associations de viticulteurs? Non, alors, en fait, la ville de Bordeaux a créé une fondation qui a été créée, qui permet de regrouper à la fois différents acteurs qui sont la ville de Bordeaux, qui a évidemment un intérêt là-dedans, qui a financé une partie du projet, mais il y a eu d'autres financements, des financements européens très importants, et et aussi des donateurs. En fait, c'est une des particularités de ce musée. C'est pas un musée subventionné comme tous les musées qu'on voit partout. C'est un musée qui fonctionne avec des fonds privés, des donations. Je pense qu'il a des donations régulières même, mais aussi des donations qui ont servi pour construire le bâtiment. Et même il y a certaines salles, on voit le nom des donateurs. Donc il y a des grands donateurs, d'autres qui ont donné moins. Et quand on va sur place, on voit il y a des centaines de donateurs en fait, et notamment des entreprises du monde du vin. Et je voudrais savoir, même si vous ne pouvez pas tout nous dire, mais quels ont été les rapports justement avec les commanditaires? Je pense spécialement à la mairie. Est-ce que, je ne sais pas, M. Juppé ou ses adjoints intervenaient souvent et est-ce qu'ils ont souhaité peser sur la réalisation ou vous avez eu vraiment la bride sur le coup? Ah non, l'architecte n'a jamais la bride sur le coup. Il est toujours encadré. Bon, à la ville de Bordeaux, ils ont des services très efficients, très efficaces pour tout ce qui est construction des bâtiments publics, donc ils connaissent leur job. Après, il y a des passages obligés où on passe devant le client, notamment quand il faut approuver les budgets. Donc il y a des phases dans les études, il y a 4 phases, dont 2 où il faut faire valider le budget par le client. Donc là, ça a été présenté à M. Juppé à chaque fois avec les différentes options, le choix de l'entreprise aussi, parce qu'elles avaient fait différentes variantes, donc avec des prix différents. Donc voilà, il y a un arbitrage, c'est nécessaire. Et après, l'architecte, lui, il est au service du client, donc c'est quand même le client qui décide. Au final, nous, on est là pour le conseiller. Non, ils ont été très efficaces. Parce que on dit que par exemple M. Mitterrand intervenait assez souvent pour la construction de la pyramide pour faire valoir un peu ses points de vue esthétiques, tout ça. Vous n'avez pas rencontré des tentatives de ce point de vue-là? Non, ça a été très respectueux. Je dois dire très intéressé, comme ça avait été d'ailleurs le cas en Corée aussi, où on avait un client, le président du conseil régional, qui venait suivre les différentes étapes du projet. Alain Juppé a été associé à tous les choix de matériaux. Vous parliez des matériaux aux reflets changeants. On a beaucoup travaillé sur les matériaux, notamment la teinte dorée que vous voyez par endroits. L'aluminium qui est gris mais avec des reflets dorés. En fait, c'est un matériau particulier. Il y a des particules de mica qui sont à l'intérieur et qui sont différemment orientées. Et suivant l'orientation, ça reflète la lumière de façon différente. Ce qui fait que ça reflète toujours les couleurs de l'environnement. Et quand vous le voyez,
c'est toujours raccord avec la couleur de la rivière et qui des fois est un peu sableuse et avec l'environnement végétal, etc. Et là, il était attentif, intéressé. Le maire a été convoqué, invité à venir donner son avis à chaque fois et ça a été chaque fois choisi collégialement. Et juste pour terminer sur la Cité du Vin, je pense qu'une des grandes réussites, en dehors évidemment du bâtiment lui-même, c'est que vous avez réussi à créer un lien entre la Cité du Vin elle-même et tous les espaces qui l'entourent. De même, aujourd'hui c'est reconnu, la Cité du Vin a donné à ce quartier, je parle là du quartier, qui était un quartier un peu marginal. Alors il y a la Cité du Vin, il y a le musée aussi de la mer marine, il y a des halles que je ne connais pas, de Bacalan par exemple, mais on parle maintenant à Bordeaux, et grâce à la Cité du Vin, d'un quartier réinventé. Alors ça, je trouve, on l'évoquait tout à l'heure quand on insistait sur le lien entre architecture et urbanisme, là je trouve que c'est une très grande réussite que d'avoir su créer ce lien avec les espaces qui entourent la cité et avec l'ensemble du quartier. Oui, je vous réponds. Oui, alors l'arrivée de la Cité du Vin à Bordeaux a quand même changé l'image du quartier, en effet, qui était jusqu'alors le quartier de la guerre, le quartier de l'occupant. C'était le quartier des bassins à flot, donc c'était une mauvaise histoire. Et quelque part, en faisant le quartier du vin, ça a repositivé l'histoire, ça a permis aussi, c'était ça l'ambition du maire de Bordeaux, d'en faire l'icône de Bordeaux, d'en faire une icône du vin et de... Le souhait de la ville, c'était de faire de Bordeaux la capitale mondiale du vin. Évidemment, on veut toujours être la capitale mondiale. Mais je crois que c'est quand même en passe d'être réussi parce que maintenant, effectivement, quand on vient dans la ville, on a ce bâtiment qui est un peu comme un totem, en fait. Et il communique beaucoup aussi dessus, partout à Paris. Il y a beaucoup de gens, finalement, qui ont visité la Cité du Vin. Pas forcément au début, mais maintenant, dans le temps, on s'aperçoit que beaucoup de gens... 400 000 visiteurs par an. Voilà, c'est ça, c'est 450, c'était l'ambition. D'accord. Alors, on passe de Bordeaux à Tarbes pour terminer. Et vous êtes donc né à Tarbes, vous avez vécu, on l'a entendu dans le premier podcast, toute votre jeunesse à Tarbes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la ville en général, comme ville ? Aujourd'hui, vous en avez visité des tas dans le monde entier, etc. D'un point de vue architectural, c'est une ville très pauvre, architecturalement parlant. Mais est-ce que ça peut se dire ? Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur Tarbes au niveau paysager. Et je salue ce travail parce que je pense que ça a beaucoup apporté de qualité dans l'espace public de la ville. Vous voulez dire les espaces verts surtout ? Oui, les places, les allées. Ils sont en train de faire de nouvelles places aussi. Et je pense que ça a beaucoup apporté d'agrément à la ville. Il y a des actions qui ont été menées comme le marché par exemple. On travaille sur le marché, ça marche super bien. Le marché Broban. Oui. Je trouve qu'au niveau de la vie, ça marche bien. Il y a deux regrets. L'un, c'est de ne pas arriver à voir depuis le centre de la ville la vue sur les Pyrénées. Cette fameuse vue qu'on avait du lycée, parce que c'est quand même juste incroyable comme vue. Alors, comment est-ce qu'on pourrait retrouver ça ? Je ne sais pas. À Pau, ils ont ça, mais à Tarbes, c'est plus difficile, évidemment. Alors, parce que c'est la caserne qui bouche la vue, finalement. Voilà. Alors, mon idée, je vous la livre en riant, bien sûr, en sachant que vous allez certainement dire que c'est une absurdité. Vous ne le direz pas, mais vous le penserez. La caserne, j'enlève les militaires et je les mets au camp de Gers. On a besoin des militaires, mais peut-être pas dans Tarbes. Et la caserne joue au milieu... Je mets du verre, en quelque sorte, vous voyez, qui vont relier les deux bâtiments, et ça permet de voir les Pyrénées. C'est absurde, totalement absurde. Après, c'est patrimonial, et je crois qu'elle est en activité encore. Oui. Et après, il faudrait non seulement mettre du verre, mais ouvrir les vues.
ce qui n'est pas impossible. D'accord. Et en tout cas, ça se travaille sur l'aspect paysager de la ville, notamment les allées. Je trouve ça beaucoup plus de qualité qu'avant. Après, ce qui fait de la peine à Tarbes aujourd'hui, c'est quand même le déclin commercial du centre-ville qui fait vraiment, quand on a connu Tarbes il y a 30 ans, que c'était un moteur commercial incroyable. Il y avait un flux continu de gens qui allaient d'une place à l'autre, etc. C'était une place commerciale formidable. Et effectivement, il faut quand même le dire, le centre commercial qui se trouve dans la ville voisine a un peu siphonné les commerces. Donc ça reste un problème et c'est ça qui fait de la peine. Après, pourquoi est-ce que le centre-ville est vide aussi ? C'est pas seulement à cause du fait qu'il y a un énorme centre commercial. C'est ce qu'il y a d'ailleurs dans toutes les villes moyennes. Ce phénomène du centre commercial majeur qui siphonne le centre-ville traditionnel. C'est aussi qu'il y a des grandes friches urbaines, des grandes friches industrielles à Tarbes. Et je pense qu'en fait, si on veut requalifier le centre-ville, il faut le rendre attractif d'un point de vue commercial. Il faut créer une nouvelle économie sur le centre, une nouvelle économie industrielle aussi, sur les friches. Et alors j'ai visité avec quelqu'un qui m'a présenté toutes les friches de Tarbes, c'est énorme, c'est presque un quart de la ville. Et là je me dis qu'il y a un potentiel pour refaire peut-être une nouvelle industrialisation et notamment autour de la reconversion. Puisqu'il y a déjà un grand pôle de reconversion, de démontage des avions, donc il y a un pôle d'excellence là-dessus à côté de l'aéroport. Je pense que la pluie... Attends, on éteint, on va se mettre sous l'abri. Oui. Donc, la pluie, nous sommes toujours à Cotteret et la pluie nous chasse un petit peu, mais vous voyez, on continue quand même bravement. Alors on s'approche d'une auberge où il y a un abri, mais il y a du bruit aussi. Enfin. Oui, voilà. Donc je pense que la conclusion, c'est que la visite de ces friches, c'est qu'il y a là un formidable potentiel parce que c'est des très grandes friches. Il y a un potentiel pour faire un grand centre du réemploi, de la transformation, du réusage. Pour tout le sud de la France, mais sans doute un très grand centre national, parce qu'il y a une très grande échelle, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire l'électronique, la mécanique, les vêtements, etc. Et, parce qu'il faut savoir que le futur de notre civilisation, c'est pas de continuer l'industrie comme c'était au 19e siècle en utilisant les ressources qui sont dans le sol. Ces ressources sont en train de s'épuiser, et le futur proche qui va arriver, c'est le réemploi et la transformation des objets construits dans les siècles passés. Pour ça, il faut des techniques qui sont seulement à leur début maintenant. Et il faut faire de la recherche pour améliorer les techniques de réemploi. Qu'est-ce qu'on fait avec les composites ? Comment on réutilise ? Comment on peut réutiliser des composants tels que ? Il y a toute une science qui doit apparaître. Et on est persuadé qu'on peut faire ici, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a aussi de la qualité de vie autour qui peut intéresser les entreprises et les salariés à venir. On pourrait faire ici un grand centre du réemploi, multi-thèmes autour des différents mondes industriels, de l'électronique aux vêtements, en passant par la mécanique, et accompagné d'un centre de formation national sur le réemploi et sûrement d'un centre de recherche aussi, pour mettre au point les techniques qui vont avec. Donc voilà, j'ai fait visiter ce site à un de nos clients avec qui on travaille, qui s'appelle le groupe Essor, qui est basé à Pau, et avec qui on est en train de travailler sur la reconversion de 2 grandes friches à Villemur, près de Toulouse, et à côté de Fontainebleau. Et voilà, on est en train de chercher des méthodes pour essayer de proposer un plan de réindustrialisation de la ville de Tarbes. Voilà, donc on espère qu'on va y arriver. Et juste, c'est dommage bien sûr de couper cet élan, mais quel est votre jugement sur l'utilisation de la friche Arsenal à Tarbes ? Vous pensez qu'elle a été réussie,
recomposition, cette réutilisation? Alors, en fait, la friche a été ouverte, les murs ont été abattus, donc ça c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un domaine immense à 2 pas du jardin Massé. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, tant qu'il y avait des murs, on ne savait pas que c'était si grand. Il y a certains sites là-dedans qui ont été reconvertis déjà, certains bâtiments qui ont été réhabilités. Il en reste d'autres qui sont vides, qui sont à reconvertir. Et du coup, finalement, c'est le début d'un processus qui doit continuer. On pense aussi que ce processus, il passera par une requalification de l'espace public de cette friche. Quand j'ai visité le site, il faisait 40 degrés. Il faisait très très chaud, c'était très minéral, il n'y avait pas un brin d'ombre. Et peut-être qu'en travaillant, comme ils ont commencé à le faire sur le reste de la ville, sur le végétal, sur la qualité du lieu, mais peut-être aussi sur des activités agro-urbaines aussi à l'intérieur, on pourra faire un nouveau modèle de quartier industriel mixte avec du logement, de l'activité, de la reconversion. Voilà, donc je pense qu'il y a un gros potentiel là-dessus. Il y aura une difficulté sur la gestion des flux et le transport sûrement. Mais voilà, peut-être ça vaut la peine de travailler, s'y mettre à plusieurs et en discuter avec les élus. Donc votre vision de Tarbes n'est pas du tout négative, vous laissez un peu d'espoir. Bien sûr, il faut des changements radicaux, mais je veux dire, parce que vous qui avez connu encore une fois d'autres grandes villes, des grands projets, vous pourriez tirer de vos visites à Tarbes beaucoup de pessimisme. Mais dans le fond, non, vous dites que c'est possible si on change complètement de logiciel. Oui, parce qu'en fait, là, on vit dans la suite de l'arrêt de l'Alstom, qui a entraîné l'arrêt de toute la région, en fait. De l'Arsenal. De l'Arsenal, excusez-moi, qui a entraîné l'arrêt de toutes les industries autour, des sous-traitants, etc. Et en fait, il faut se dire, si on lance une nouvelle économie, déjà, ça va faire un impact positif, ça va faire revenir des gens. Du coup, le centre-ville, il va à nouveau retrouver de l'activité, peut-être différente. Peut-être que ça va devenir un lieu de destination autour de réemploi. Peut-être que la rue Broban, ça sera... Je sais pas, les gens viendront de loin pour découvrir des objets qui auront été remanufacturés. Je pense qu'il faut réinventer quelque chose positivement et arrêter de vivre sur l'échec du passé, en fait. Merci Anouk Legendre.